qu'on peut parler d'âge d'or sous son règne? Effectivement, l'empereur Qianlong était quelqu'un de très très important. Surtout, c'est l'empereur qui a vécu le plus longtemps dans l'histoire de la Chine. Et puis, il a régné très longtemps, mais en même temps, sous son règne, il s'intéresse à beaucoup de choses. Et surtout, il s'intéresse, justement, comme vous dites, à la fois, je dirais, à l'art et aussi à la littérature, comme on a montré dans ce reportage. Oui, il voulait être, lui, le Mandchou, plus chinois que les Chinois. Il s'intéressait à la culture chinoise. Tout à fait. C'était un peu aussi sa politique. Mais en même temps, il avait un véritable goût pour tout ce qui est ancien chinois. C'est-à-dire, il veut montrer qu'il n'est pas un barbare, qu'il est aussi capable d'apprendre. Justement, il fait beaucoup de poèmes. Dans toute sa vie, il a écrit pratiquement un poème par jour. Et puis, il pratique la calligraphie. Il est descendu. Oui, il fait de très belles calligraphies. On vient de le voir dans le reportage. On le compare souvent au roi Soleil, à notre roi Louis XIV. Oui, il y a un côté un peu similaire, même s'il n'a pas vécu en même temps que lui. Et c'est-à-dire, c'était un grand empereur. Il avait beaucoup de mérites militaires. Et puis et c'était un peu comme Louis XIV, c'est-à-dire il est capable. Louis XIV, il insistait sur Mars, c'était sous le règne de Mars, et lui aussi, il insistait sur ses mérites militaires, mais en même temps, il montrait aux autres qu'il est capable de se cultiver, que les Mandchous sont capables aussi d'apprendre, je veux dire, la quintessence même de la culture chinoise, pour montrer, c'est un peu n'ayez pas peur, on n'est pas des barbares, etc. Donc ça, il a joué ce rôle justement un peu stabiliser cette société pour que la dynastie des Qing puisse perdurer après. Alors, pendant 60 ans, Qianlong, comme son grand-père, Kangxi, a régné ici. Ensuite, il a pris sa retraite dans ce palais, le palais de la longévité tranquille. C'est la seule fois dans l'histoire de la Chine impériale qu'un empereur a quitté le pouvoir volontairement. Tout à fait, c'est un cas unique, parce que en fait, comme son grand-père, c'était vraiment quelqu'un qu'il admirait, et comme Kangxi a régné a régné 61 ans, donc au moment où il a régné lui-même, Qianlong a régné 60 ans, il se dit voilà, moi je vais me retirer parce que je ne pourrai jamais dépasser la grandeur de mon grand-père. Et puis c'était aussi un geste très symbolique. C'est-à-dire que c'est un geste presque, on peut dire, presque confucéen. C'est quelqu'un qui, au moment d'une sorte d'apothéose de la gloire, sait se retirer. Et ça, c'est une grande sagesse. Et ça, là, à son âge-là, il voulait montrer aux autres qu'il a vraiment, je dirais, acquis cette sagesse chinoise, quoi. C'est un geste très, très symbolique. Alors, les Français, les Européens sont intrigués par cet empire lointain. Des missionnaires jésuites vont arriver en Chine. Que découvrent-ils? Ils découvrent un pays tout à fait fascinant. Ils font des descriptions. Par exemple, il y a des gens dans leurs lettres en disant qu'ils s'aperçoivent que l'empereur Kangxi, c'est un homme qui adore la science, qui adore faire des expériences presque physiques, et puis sur l'astronomie, et c'est quelqu'un qui est très calé, et il s'aperçoit justement que malgré toute une tradition différente, qu'il y a des choses très communes, et il y a des gens qui veulent dire que finalement, par exemple, la vertu confucéenne est très proche de la vertu chrétienne, etc. Donc c'était là aussi un des arguments pour les jésuites de continuer, en fait, de prêcher en Chine. Confucius, dont nous parlerons un peu plus tard dans cette émission. Alors, l'empereur Tianlong, qui était Mandchou, un homme du Nord, s'intéresse beaucoup à tout le pays et au Sud notamment, dont il appréciait beaucoup les paysages, des paysages qu'il a même reproduits ici, dans son jardin de la cité interdite, à l'image, vous le voyez, de ces rochers et de ces arbres, des paysages qu'il a également recréés dans son palais d'été, qui lui est situé à une trentaine de kilomètres d'ici. Donc, Tiang, c'était une démarche en fait plus politique qu'esthétique. Il adore le sud de la Chine parce que pour lui c'était le symbole même de la civilisation, si on peut dire. C'est l'apothéose de l'art du jardin, c'est la finesse. Donc il est descendu dans le sud 6 fois dans sa vie, et chaque fois c'était dans un grand luxe, et chaque fois c'est toujours accompagné de beaucoup de légendes, et non seulement il s'est pas contenté de ses voyages, eh bien il a voulu recréer un petit peu le sud, le paysage du sud à l'intérieur même de son palais. Mais à l'échelle impériale, dans des palais extraordinaires. Tout à fait, parce que en fait dans le sud, comme vous savez, ce ne sont que des mandarins. Donc d'après, si vous voulez, le standard, ils peuvent pas dépasser certaines dimensions. Et lui, comme c'est l'empereur, il peut se permettre. C'est-à-dire, il a appris beaucoup de choses dans le sud et il l'a mis dans une dimension, si on peut dire, vraiment impériale. Direction, donc, tout de suite, le palais d'été qui, vous allez le voir, constitue avec ses jardins et son lac un véritable chef-d'œuvre où la nature et l'architecture se marient à la perfection. Le palais d'été, un jardin chinois, un reportage d'Hervé Ardouin et Christophe Monteil.